Et je vais demander aux représentants des PEPR Bibest, Forest, Trax et VDBI, ou pas, de venir me rejoindre, si vous en êtes d'accord. Voilà, tous les partenaires PEPR, vous pouvez vous asseoir. On va faire ça, je dirais, de manière conversationnelle et horizontale. Ça sera plus sympa que de vous laisser tous les uns après les autres à ce pupitre. Oui, oui, venez. Vous êtes bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alors, on parle en quelques mots d'abord de Bibest. Je vais vous laisser prendre le micro. Pour gagner du temps, prénom, nom, et qu'est-ce que c'est Bibest et comment vous avez reçu, entendu ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Pache, je suis directeur de recherche à INRAE et puis impliqué fortement dans le PEPR Bibest. Donc Bibest, vous avez son acronyme, donc c'est un PEPR d'accélération, donc un petit peu différent en termes de dichotomie par rapport à la PEPR fer carbone qui s'intéresse plus lui à l'exploration. Merci. Donc son petit nom vous montre qu'on cherche un PEPR lié aux biotechnologies. Donc on va chercher à transformer un certain nombre de ce qu'on a appelé en bas de la diapo des substrats. Alors les substrats issus du carbone photosynthétique principalement, donc la biomasse lignocellulosique, excusez-moi pour la faute, des sucres, des lignines, des macros et des microalgues, du CO2 également, puis un certain nombre de déchets organiques. Et l'idée, c'est vraiment de fédérer une communauté autour de ces transformations de biotechnologie avec différents acteurs. Et j'ai oublié de préciser qu'il était piloté par INRAE et IFP Énergie Nouvelle. Et un certain nombre d'enjeux au niveau de la transformation de ces biomasses. Alors, on entend bien les critiques effectivement par rapport aux disponibilités de ces ressources-là. C'est pour ça qu'on a un fameux Work Package 5, je précise, dans ce projet-là, qui va travailler avec les économistes, les sociologues, etc. Donc j'invite, s'il y en a dans la salle, à s'intéresser aux futurs appels à projets qui vont sortir en fin d'année dans le cadre de ce PEPR. Et nous, en tout cas, c'est vraiment intéressant d'interagir avec Fer Carbone, notamment avec l'axe 3 que j'ai vu ce matin, parce que la production, la disponibilité de la biomasse, c'est vraiment un enjeu important. Je répète, on n'est pas du tout déconnecté. Nous, on est vraiment très en amont en termes de TRL. On a des TRL 2-3 maximum, donc on s'intéresse aux technologies. Mais il faut des ressources. On sait très bien que ces ressources ne sont pas illimitées. Elles vont fortement évoluer dans le futur avec les problématiques de réchauffement climatique, etc. Elles sont saisonnières. Donc on sera très heureux d'échanger avec Fer Carbone, notamment à cet effet-là. Forest. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, il y a votre prénom, votre nom, pardon. Alors, Christophe Plomion, chercheur à INRAE. Voilà. Il n'y a pas de faute d'orthographe à Forest, il y a bien 2 T. Oui, c'est un design, ça aussi, avec le T rouge à la fin. Voilà, donc j'exposerai un peu le pourquoi du second T. Alors, c'est un programme qui répond à une lettre de mission interministérielle qui a été adressé au PDG d'INRAE et donc il s'inscrit en janvier 2023. Il s'inscrit aussi dans les PEPR d'accélération, mais avec un fort tropisme vers des TRL plutôt faibles, donc comme le précédent. Donc il vise à répondre à un enjeu global, donc et assurer la fonctionnalité des socio-écosystèmes. Socio-écosystèmes, nous, le VP5, il est partout. Oui, c'est très transverse. Voilà, et écologique, des forêts tempérées et tropicales, donc dans un contexte de vulnérabilité exacerbée où les acteurs de la filière sont confrontés à des horizons d'incertitude, alors qu'il s'agisse en termes de trajectoire écologique ou de décision des acteurs qui sont grandissantes. Alors que, bon, on sait que les pouvoirs publics ils attendent beaucoup des écosystèmes forestiers, je veux dire de la forêt et de la filière, pour atteindre ils en attendent trop peut-être trop, ouais. Mais ils attendent beaucoup. Alors, transition, effectivement, le PEPR, il vise à questionner les transitions des socio-écosystèmes forestiers. En d'autres termes, les processus des processus de mise en mouvement, des processus d'assemblage qui vont permettre à la fois de répondre aux dynamiques écologiques qui sont soumis à des facteurs de forçage de plus en plus prégnantes et d'une ampleur inédite,
et aussi répondre à les comportements des acteurs, des porteurs d'enjeux, des politiques qui sont amenés à prendre des décisions. Alors, dans ce cadre, on développe une approche scientifique systématique et tournée vers l'action. Et notre but, c'est effectivement de construire, structurer et animer une communauté scientifique qu'on souhaite interdisciplinaire pour aborder cette interdépendance entre les systèmes sociaux et écologiques dans le traitement de cet enjeu. Alors là, j'ai un peu métaphorisé le socio-écosystème par une toile tissée avec une trame de nature et des fils d'humains, mais bon, ça correspond vraiment ça à un socio-écosystème, quel qu'il soit. Participatif pour intégrer les perspectives, les attentes des valeurs exprimées par une large diversité d'acteurs, et transformatif pour proposer des solutions, des options, des trajectoires innovantes et adaptatives, parce qu'on n'a jamais la solution au temps zéro, qui favorise la résilience de ces socio-écosystèmes. Donc en termes d'articulation, je finis Oui. avec Faire Carbone, ouais. que j'ai compris très focalisé sur la compréhension des cycles, notamment du carbone, mais aussi le couplage avec les autres cycles, sur les écosystèmes terrestres, dont les forêts. Forest, lui, il est focalisé pour le coup sur les socio-écosystèmes forestiers. Et je dirais qu'il va privilégier les études de couplage ou de découplage entre atténuation et adaptation. Très bien. Et vous avez commencé à discuter avec Faire Carbone concrètement Oui, sur, oui, par exemple, un des projets On s'est vu à plusieurs occasions en visioconférence. Et là, en vrai, alors Et là, en vrai, pour la super. première fois. Quelle émotion, effectivement. Merci Donc, beaucoup. on a appris beaucoup. In Silva France. Eh bien, c'est pas du tout. Hein? C'est après, tout à fait. C'est Trax. Regardez, bah oui, bien sûr, c'est Trax. Un PEPR, transformer la modélisation du climat pour les services climatiques. Bon ben voilà, tout est dit. Donc moi je suis Philippe Pellin. Eh bien, merci. Alors, ensuite... Sans transition. Donc voilà, moi je suis Philippe Pellin, CNRS. Je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et par chance, je suis impliqué dans les deux PEPR. Je ne suis pas du tout le responsable de Trax. C'est Masa Kageyama et Samuel Morin. En fait, c'est un PEPR qui est basé quand même sur les deux centres de modélisation du climat en France, que sont l'IPSL d'un côté et Météo France de l'autre, avec aussi d'autres groupes à Grenoble et à Montpellier qui contribuent à ce PEPR. Donc les grands enjeux, c'est quand même d'avoir des liens plus forts entre les besoins de la société et les acteurs locaux en termes de modélisation du climat pour des questions d'atténuation et d'adaptation. Et donc c'est faire évoluer les outils de modélisation actuels, des modèles du système Terre qui servent dans les prévisions du GIEC, vers ces nouveaux enjeux et ces nouveaux objectifs. Alors j'ai mis une slide suivante, je crois. Voilà. Donc il y a 10 projets ciblés et 4 appels d'offres ouverts. Donc, c'est un peu la même structure que Faire Carbone, sur le suivant. Et donc, il y a en fait plutôt 4 projets ciblés de type Work Package 5, plutôt en lien avec les territoires pour essayer d'avoir des liens plus forts avec les prédictions climatiques qui peuvent être offertes par ces modèles du système Terre et les besoins, notamment en termes d'indicateurs au niveau des territoires et au niveau des événements extrêmes. Donc ça, c'est tout un volet qui peut aussi avoir une interaction avec Faire Carbone. Et le dernier volet, donc là, c'est plutôt sur les fondamentaux de la science de la modélisation du climat, avec 6 PC qui sont vraiment ciblés sur développer les composantes océan, physique, biogéochimie. Et je pense qu'il y a un lien très fort avec la composante biogéochimie de ce PC Trax avec Faire Carbone, notamment avec le PC1 à la mode. Et donc du coup là, on va essayer de regarder un petit peu les interfaces et notamment sur la modélisation, parce que dans Trax, on utilise les projections climatiques pour forcer nos modèles et pour faire des scénarios, mais en fait, il faut aussi, pour faire ces projections climatiques, comme les surfaces continentales jouent un rôle croissant, notamment à l'échelle locale, en termes d'impact sur le climat. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe plus, et notamment quand on fait des stratégies bas carbone, si on change de couverture forestière, on change l'albédo, on change les flux turbulents, et ça va impacter le climat. Donc voilà, il y a un lien dans les deux sens. Merci pour cette présentation. On parle peut-être, pour terminer, avant de donner la parole aux infrastructures de recherche, de l'APR Graines. Je n'ai pas de slide, mais vous allez faire ça magnifiquement
Pour nous rappeler ce que c'est, ça me paraît important. Et oui, donc du coup, et probablement vous le connaissez parce que l'appel à projet Graines, il a été lancé déjà en 4 occasions. Donc, c'est un appel à projet de recherche de l'ADEME pour accompagner le développement durable de la bioéconomie. Donc, normalement, il va être relancé. La 5e édition mi-octobre pour des dépôts de pré-projets plutôt attendus pour mi-décembre. Et donc, par rapport à les thématiques éligibles dans l'appel à projet est vraiment très, très large. Il s'intègre et bon, on va dire différents axes de travail. Donc, un premier axe qui est plutôt à niveau des systèmes de production de biomasse. Donc, tout ce qui concerne les pratiques agricoles, les pratiques forestières, les pratiques sylvicoles et aussi le développement des biomasses éventuellement sur des friches, des sites pollués. Voilà, et les algues, voilà, tout système de production et comment améliorer ces systèmes de production pour la réduction des impacts. Il y aura un axe 2 qui se rapproche beaucoup plus de votre PEPR, donc du coup sur les procédés de transformation des biomasses et les procédés qui soient énergétiques et pour les matériaux, pour la chimie. Et donc après, il y aura un 3e axe qui concerne les développements des méthodologies et des outils pour tout ce qui concerne le renforcement de la durabilité l'évaluation de la durabilité de ces systèmes et des outils, de développement de méthodologies et outils pour mieux prendre en compte les sols et la protection des sols. Et un 4e axe sur lequel je voulais encore faire vraiment remarquer, c'est la recherche-action. Je pense que ces programmes PEPR sont essentiels parce que donc ils se positionnent un peu plus en recherche fondamentale. L'ADEME accompagne plus en recherche-développement, donc du coup plus en aval par rapport à les PEPR et accompagné par l'ANR. Donc, du coup, nous, on cherche plutôt à accompagner vraiment des outils opérationnels et le développement de ces outils. Donc, du coup, nous avons besoin qu'il y a toutes ces connaissances qui se développent avec les PEPR pour que aussi après, ils puissent avoir la donnée et les connaissances pour développer des choses et déjà dans l'opérationnel pour accompagner les territoires. Et donc, du coup, il y a un axe que je voulais faire attention, c'est la recherche-action. Donc, cette recherche-action, c'est un peu les concepts de Living Lab. Et donc, pour vraiment accompagner des territoires pilotes dans la mise en place des pratiques et de l'amélioration des pratiques dans le secteur des terres. Et je m'arrête là parce que, donc, du coup, voilà, et si vous pourrez venir discuter avec moi. Bah, si bien vous le sûr. souhaitez. C'est ce que j'allais vous dire. L'idée, c'est pas d'être complet, hein, c'est simplement de dire coucou et on en discute après. Mais on est très, très content que vous ayez pris le temps de nous parler de cet appel de graines. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, bien sûr, toutes ces informations, on les retrouve en ligne aussi sur le site internet de l'ADEME, en particulier pour graines. Merci à vous 4. On passe maintenant aux infrastructures de recherche. Sans coup férir, j'ai demandé à tous les représentants d'infrastructures de recherche, ANAE, Dataterra, ICOS, INSILVA, OSCAR et RSA, de venir me rejoindre. Y aura-t-il assez de chaises? Probablement pas. Est-ce qu'on va faire ça debout? Probablement pas non plus. Si? Non, non. Allez, on commence avec Oscar. Mesdames et messieurs. Alors, on peut du coup peut-être se décaler un petit peu ou mettre cette chaise-là. Concertation. Merci, c'est le jeu des chaises musicales, pas du tout. Merci à vous d'être là. On est très très content que vous soyez présents pour nous parler de ce que vous faites et puis comment vous avez entendu ces journées aussi. Infrastructure de recherche, donc je le dis, on commence par l'infrastructure de recherche OSCAR.
C'est moi, Isabelle Brault, donc je co-anime cette infrastructure avec Jérôme Gaillardet. Donc OSCAR, c'est les observatoires de la zone critique application et recherche. Donc là, j'ai essayé d'illustrer voilà, ce qu'est la zone critique, cette pellicule où on vit entre le socle et le sommet de la couche limite, où on a les ressources en eau et en sol et en air. Et donc, on est organisé en 5 work packages, dont un autour des données, un autre qui essaye de faire dialoguer données et modèles, un autre autour de l'instrumentation, les thèmes transverses qui essayent de développer des activités transverses entre observatoires ou interdisciplinaires, et puis la partie internationale. Donc, on a pour les communautés, par exemple, de fer carbone, un réseau de sites instrumentés, donc en France et dans le monde, qui couvre un gradient de climat, géologie, occupation des terres. Pardon. Donc, comme je l'ai dit, on a un gros travail voilà, de fond pour essayer de mettre à disposition les portails de ces observatoires qui, pour certains, ont des historiques de plus de 50 ans sur un portail doucement sur les métadonnées. Et on travaille aussi maintenant à la mise à disposition des données. Puis donc, en bas, vous avez aussi une illustration de la partie instrumentation qui peut être intéressante aussi pour vous. Donc, dans le cadre d'un Equipex précédent, Critex, il y a un ensemble d'instruments, notamment géophysique, fibre optique, mais aussi un prototype de River Lab pour faire de la chimie in situ qui ont été développés, et ce parc peut être mis à disposition des équipes si elles le souhaitent. Voilà. Donc un soutien précieux, effectivement. Merci beaucoup. Je voudrais te donner la parole voilà, pour terminer donc, sur ces images d'Oscar. Anaë, pardon. Bonjour, donc pour Anaë France, c'est Laurence Denex d'INRAE. Donc je co-anime Anaë avec Jean-François Le Gaillard du CNRS. Et cette infrastructure nationale, Anaë France, est focalisée sur l'analyse et l'expérimentation autour de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes continentaux. Donc pour cela, nous avons 33 plateformes qui sont dédiées à la manipulation des écosystèmes, alors soit en milieu complètement contrôlé, où on va pouvoir gérer tous les paramètres de l'environnement, comme par exemple des bassins aquatiques, où on va gérer simplement certains paramètres et d'autres seront les paramètres naturels que l'on prendra en compte. Et puis, on a des dispositifs qui sont in natura, donc des dispositifs dans lesquels on a des écosystèmes contrastés, des prairies, des agrosystèmes dans lesquels la gestion peut être très différente, jusqu'à des apports de produits résiduaires organiques d'un côté, et de l'autre côté, des agrosystèmes en prairies semi-naturelles avec simplement de l'élevage extensif, et également des écosystèmes forestiers avec des forêts qui sont plus ou moins gérées par l'homme, avec des diversités de climats, du climat alpin, du climat tempéré, méditerranéen ou tropical. Nous avons aussi associé à cela des dispositifs analytiques qui, donc, dans le domaine de l'étude des flux, de la biogéochimie, de la génomique, et dispositifs dont certains sont mobiles, et donc on peut installer sur le terrain des mesures directement. Outil précieux. Et le dernier point qui est vraiment important pour vous, c'est le fait qu'on a un système d'information pour la mise à disposition de ces données environnementales, puisque en particulier les plateformes in natura, pour certaines, ont une durée d'une trentaine d'années. Et donc on a des chroniques qui sont parfois très anciennes. Donc pour nous, Anaë, c'est le territoire métropolitain, c'est aussi la Guyane, c'est aussi l'île de la Réunion. Et le carbone est au cœur de nos problématiques, et on participe à certains projets qui ont été présentés hier et ce matin. Et super. Merci beaucoup pour votre présence et cette présentation. DataTerra, à présent. Donc Sabine Schmitt, UMR Époque Bordeaux et CNRS.
Et je suis je suis directrice scientifique du pôle de données Océan, qui concerne moins les gens ici, mais représente l'IR Dataterra. Donc Dataterra est une infrastructure de recherche qui est dédiée donc aux données du système Terre. Elle est en incubation depuis 2016 et a été labellisée en 2021. Sa feuille de route est donc de développer un dispositif d'accès à l'ensemble des données produites par tous les domaines des sciences de l'environnement, quelle que soit la source de données, que ce soit satellite, in situ, au laboratoire après prélèvement. Et la finalité est de permettre l'accès à toutes ces données pour aider les communautés à comprendre, observer et prévoir l'évolution du système Terre. Donc on est en plein dans ces thématiques-là au colloque. Donc cette infrastructure s'appuie sur 4 pôles de données, Formater qui représentent les 4 thèmes principaux, Formater pour terre solide, Aeris pour l'atmosphère, Audatis donc pour l'océan, et Théa, surface continentale, qui est plus l'interlocuteur de la plupart des collègues présents ici. Et il y a 2 systèmes transverses, donc Dynamis qui offre un accès aux données haute résolution, les données satellites haute résolution, et un Interpol qui est là pour assurer donc des coordinations techniques entre les différents pôles pour éviter des dérives techniques dans les pôles qui fonctionnent séparément, mais il faut une coordination. Donc l'offre de service de Dataterra est adressée à vous en fait. Le but c'est de vraiment d'aider à compiler les données, à les bancariser de façon faire. Faire, je pense, c'est un peu différent du faire utilisé aujourd'hui. De toutes les données, qu'on puisse à terme arriver à ce qu'elles soient interopérables, surtout entre les différentes disciplines pour décloisonner. Parce que sinon, les pôles, en fait, font le travail en intra-domaine, en fait. Et l'aide est fournie à tous les moments du cycle de vie de la donnée, que ce soit en amont des projets. Il est important d'interagir avec Dataterra ou les pôles concernés pour envisager les plans de gestion de données, pour avoir aussi des aides pour les meilleures façons de bancariser et surtout aussi pour définir des produits. Gaia Data va être présenté après, mais en fait, Dataterra est en demande de sollicitation de la communauté pour développer des produits plus sophistiqués que ce qui est mis actuellement. C'est-à-dire, c'est vraiment l'outil que vous devez utiliser et solliciter. Alors, j'étais intéressée par les exposés qui ont eu lieu jusqu'à présent parce que je vois, alors je n'évoquerai pas, je ne commenterai pas le fait d'avoir vu Dataverse hier, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'effectivement, on est encore assez peu connu dans la communauté parce que beaucoup ont fait référence à Recherche DataGouv. Et en réalité, Dataterra est le référent pour le système Terre et environnement. C'est-à-dire, si vous dites Recherche DataGouv, c'est Dataterra. C'est juste pour la... Et merci. Donc, il y a un poster. Merci pour ces précisions. Je vous propose de poursuivre avec le réseau des zones ateliers. Alors, Daniel Gilbert, donc je suis professeur d'écologie à Besançon et par ailleurs directeur d'une des zones ateliers qui s'appelle la zone atelier Arc Jurassien. Et on peut déjà passer à la diapo suivante. 2 messages à ramener à la maison. Le premier, pour la première diapo, c'est que les zones ateliers sont des territoires de recherche. C'est important d'insister sur le fait qu'on est un territoire. Vous avez ici la carte de France avec les 14 zones ateliers métropolitaines et puis vous en avez une à l'étranger et une outre-mer. Et donc, à chaque fois, c'est un espace cohérent de recherche. Alors, on imagine par exemple le bassin du Rhône, le bassin de la Seine, la zone pyrénéenne, le massif jurassien. D'accord ? C'est une logique cohérente en termes géologiques, mais aussi généralement en termes patrimonial, culturel. Donc, premier message, c'est un territoire de recherche dans lequel on mène des recherches prioritaires. Je vais le dire après, on est très associé à Oscar, donc, ce qui vous a été présenté au début. Et le deuxième message à ramener chez vous, c'est qu'on est l'IR socio-écosystème. C'est-à-dire que le but des recherches qui sont menées dans ces territoires, c'est de mener des recherches complexes, interdisciplinaires. Ça va de la philo, psycho, sociologie, économie, médecine, géologie, écologie. Et on travaille ensemble sur des projets communs. Donc on est une sorte de W5 super aménagé. Et on fait beaucoup de transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche-action pour les acteurs, avec les acteurs. Et typiquement,
si je prends le cas de la zone atelier Arc-Jurassien, il y a des agriculteurs qui font de la recherche avec nous, qui font de la recherche, ils acquièrent des données, ils discutent de comment on va avoir les données. Et donc, on a vraiment ces recherches intégrées socio-écosystème. Donc voilà, un territoire de recherche, 2 socio-écosystèmes. Après, c'est bon. Et le lien avec Fer Carbone, du coup? Il n'y en a aucun. Non, non, c'est pas vrai. On est très impliqué. Attention, vous êtes enregistré. On est très impliqué dans les fers carbone. Le carbone, pour nous, étant vu sous la notion de transition et transformation écologique. C'est vraiment le. Oui, c'est ce que c'est- ça c'est implique deux après en termes notions. sociétaux notamment. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour votre intervention. Je vous propose de continuer. Ah oui, vous aviez prévu pas mal de choses quand même, hein. Effectivement. ICOS est avec nous. Ou ça se représentant plus Bonjour. exactement. Benjamin Loubet, donc INRAE. Je vais vous présenter ICOS en une slide, ce qui est un petit peu un enjeu. Donc ICOS, c'est Integrated Carbon Observation System. C'est un ERIC, donc c'est un instrument de recherche européen, d'observation européen, qui compte 19 pays. Vous avez une carte ici avec les couleurs qui correspondent aux différents types de mesures. Donc vous avez 19 pays, 173 stations, dont 124 qui sont labellisées. Et vous avez dedans des stations atmosphère, écosystème et océan. Donc l'idée, c'est de mesurer le carbone, les poules de carbone dans l'atmosphère, dans les océans et dans les écosystèmes, et de mesurer les flux aux interfaces. Bon, vous connaissez certainement très bien ICOS dans les données du GIEC, puisque les données que vous voyez d'observation des concentrations de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est ICOS en fait. Et la partie européenne. Donc ça, c'est les petits points rouges. Les petits points qui nous intéressent, c'est les points verts. On voit qu'il y en a beaucoup plus. Et ça, c'est des mesures écosystèmes. Et vous avez une représentation en gros, en allant du haut vers le bas, des mesures qui sont faites. Donc, on mesure des flux de CO2, bien sûr, mais on mesure aussi forcément des flux de vapeur d'eau et de chaleur. Sur les sites les plus instrumentés, on va mesurer le métal et le N2O. Ensuite, on mesure la micrométéorologie sur le site, donc la météo, on va dire, pour simplifier. Et puis, bien sûr, des mesures ancillaires. Donc, c'est la biomasse de végétation, la hauteur de végétation, la surface foliaire, et des mesures dans le sol. Alors, le sol, ça va être l'humidité, température à différentes profondeurs. Vous voyez ici une fosse qui avait été creusée, par exemple. Et puis, le carbone azote, ça, c'est quelque chose qui est mesuré tous les 10 ans. Donc, l'objectif vraiment d'ICOS, c'est de faire de la mesure de très haut niveau avec des niveaux d'engagement qui sont très élevés. Ça nécessite vraiment un travail de au moins 2 ETP sur chaque site pour maintenir le système et avoir des données de qualité. Les données sont consultables. Vous avez Data Product. Ici, il y a une page qui s'appelle le Carbone Portail sur lequel vous pouvez aller récupérer les données en temps réel, quasi réel. C'est-à-dire que vous avez toutes les données à 30 minutes qui sont accessibles le lendemain, que ce soit l'atmosphère, l'océan, l'écosystème. Bien sûr, les données sol, ce n'est pas la même chose. Mais vous avez des niveaux, des données de niveau 2 auxquelles on peut accéder un peu plus tard. Voilà. Un élément important pour faire carbone, c'est la partie ETC Soil. Donc, le ICOS est organisé en centres thématiques. Donc, il y a le centre thématique atmosphère, écosystème, océan. Et le centre thématique écosystème, INRAE est impliqué pour la mesure des contenus en carbone du sol et sur les feuilles. Alors, sur les feuilles, je n'ai pas précisé, il y a le carbone azote, bien sûr, mais il y a aussi la plupart des éléments minéraux qui sont mesurés de façon assez régulière. Et donc là, l'idée, c'est que les données, elles sont disponibles et c'est à vous d'aller vous en... Voilà, je suis là pour vous dire de venir chercher ces données, les utiliser. Et en particulier dans Fer Carbone, ce qui va être fait, c'est de regarder les stockages de carbone dans le sol, éventuellement s'il y a une revisite, de voir en quoi ces stockages de carbone correspondent aux mesures de flux intégrés de CO2 qui sont mesurés au-dessus de l'écosystème et bien sûr des flux latéraux, ce qu'on appelle flux latéraux, entrée-sortie sur le site. Voilà, et donc l'ETC sol, ici vous avez un petit cycle, vous pouvez venir voir les données bien sûr et venir me voir s'il y a des questions sur ce point-là. Je voulais mettre l'accent sur le fait que ces données, c'est des données de haute qualité qui sont accessibles aux modélisateurs et que, du coup elles sont utilisées, là vous voyez, de façon très rapide. Il y a un article qui vient de sortir dans Nature sur l'effet de la sécheresse 2022. Et les petits points que vous voyez, c'est des points mesurés sur une station qui est représentée là en photo. Donc chaque point, c'est une station où vous avez sur un graphique l'humidité de l'air, donc le déficit de pression de vapeur en Y, l'humidité du sol en X, et vous avez le GPP, donc la photosynthèse, en couleur. Et on voit qu'en 2022, on a des sites, là, les sites que vous voyez
quasiment noir, rouge, c'est les suites de Peu-Chabon, je pense, et Fond Blanche qu'on voit, qui ont été très durement touchés par la sécheresse de 2022. Merci beaucoup pour cette présentation. Et pour terminer, voilà, pas du tout, parce qu'en fait, c'était la slide d'il y a 3 heures. Je vous propose de découvrir InSilva. J'ai mis ma chemise de VRP forestier. Vous pouvez commencer votre pitch, parce que le temps que je la retrouve... Donc, InSilva, c'est une infrastructure de recherche qui est dédiée à l'adaptation des forêts au changement climatique. Elle a pour particularité d'avoir non seulement des instituts de recherche et des universités, mais aussi les départements R&D d'organismes comme l'ONF, comme la forêt privée, le CNPF, le FCBA. Et ça facilite énormément les interactions entre les chercheurs et les praticiens. Et donc voilà, donc c'est une spécificité parmi les infrastructures de recherche en France. Alors nous, nos sites sont très nombreux et donc peu instrumentés, mais ça vient complémenter ICOS, OSCAR, ILTER. Et l'idée de cette infrastructure, c'est de dissocier ce qui relève de la sylviculture, de la génétique, des cycles biogéochimiques et de l'environnement dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers. Donc en fait, on manipule l'écosystème et on répète cette manipulation sur plein d'endroits dans le territoire pour dissocier tout ça. Ça génère un grand nombre de données et puis d'échantillons. Donc on a aussi des services in-lab, des plateformes analytiques qui sont spécialisées, dédiées à l'écologie fonctionnelle, par exemple, à la xyloscience, à la génétique. Et puis ça s'accompagne d'outils in silico variés, depuis les systèmes d'information, bases de données, mais aussi des logiciels d'analyse, des modèles, qui sont mis à disposition de la communauté forestière. Alors, qu'est-ce qu'on apporte à Faire Carbone? On est principalement impliqué dans À la mode et dans SLAM-B. C'est l'impact de la sylviculture, donc par exemple les récoltes de menu bois, l'essence, la densité de peuplement sur le carbone du sol. Donc, c'est des dispositifs qui sont sur le très long terme. Par exemple, il y a des peuplements, alors qu'on ne suit pas depuis 1860, mais ils sont très âgés, quoi. Voilà. Donc, on est vraiment sur le long terme. Il y a certains peuplements qui sont suivis depuis 25-30 ans. Donc, on a des mesures, comme on a des sites qui permettent d'avoir des mesures de qualité pour Faire Carbone. On a nos laboratoires d'analyse et notamment en spectrométrie infrarouge, des modèles pour le carbone du sol, par exemple. Et puis avec SLAM-B, un des axes de progression d'InSilva, c'est d'utiliser des capteurs connectés. Donc, c'est moins détaillé que ce qui est fait dans ICOS, mais c'est d'en mettre beaucoup sur le territoire. Et pas seulement les déployer sur l'infrastructure, mais aussi les déployer dans les territoires de recherche-action, comme la Dolaire, qui est un des territoires de SLAM-B. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous 6 de nous avoir partagé votre expertise. Et puis on poursuit cette présentation des partenaires avec des projets. Avec des projets, ils sont au nombre de 3. Il y a Gaia Data, Terraforma, EJP Soil. Je vous invite à me rejoindre si le cœur vous en dit. Et on commence avec Gaia Data, dont il a été déjà donc on a évoqué déjà tout à l'heure un petit peu. Bonjour à tous, bonjour. Donc, je suis Christian Pichot au INRAE. J'interviens essentiellement dans le cadre de ce PEPR sur une entrée numérique donnée au sens large du terme. Donc, les travaux qui sont conduits dans le cadre d'À la mode et dans le cadre globalement de Faire Carbone et plus spécifiquement du programme ciblé À la mode nous donnent une réelle opportunité d'interaction avec le projet Gaia Data. Donc Gaia Data, c'est un Equipex Plus qui est piloté par 3 infrastructures nationales, Dataterra qui vient d'être présenté, Climeri et le PNDB. Ce projet Gaia Data a pour objectif de développer des services numériques pour les communautés scientifiques travaillant globalement sur le système Terre. Les services en question sont soit des services dits de couche basse, stockage, calcul, réseau, etc., soit des services métiers pour la gestion, la valorisation et le partage à la fois des données et des codes. Et dans le cadre notamment du projet ciblé À la mode,
les interactions que l'on a avec Gaia Data, les interactions qui sont déjà identifiées, portent notamment sur le porté à connaissance des données qui sont et seront produites au niveau, porté à connaissance au niveau d'un portail de découverte à vocation générique transdomaine développé par Gaia Data. Le second point, c'est l'alimentation de ce portail par la production directe, on va dire, des enregistrements de métadonnées décrivant les données produites en utilisant un standard de métadonnées et également un enrichissement de ces métadonnées s'appuyant sur du vocabulaire contrôlé. Donc c'est une action aussi très importante dans le cadre de Gaia Data. Et enfin, la mise en place d'espaces virtuels pour l'accès aux données et aux outils d'exploitation de ces données, aux outils d'analyse, dans ce que l'on appelle les VRE, c'est-à-dire les Virtual Research Environment. Merci beaucoup. Terraforma est avec nous. Bonjour. Donc Virginie Gérard, je suis chef de projet de Terraforma. Je représente les deux PI, Laurent Longuevergne et Arnaud Alger. Donc Terraforma, c'est un projet d'équipement qui a été construit pour soutenir les observatoires des infrastructures OSCAR et RZEDA. L'idée, c'est d'aller augmenter les capacités des observatoires, notamment en massifiant la production de données et en démultipliant les points de vue. Et on cherche également à harmoniser les pratiques à l'échelle de ces communautés. Et l'idée est donc de mettre à disposition des capteurs de nouvelle génération, ce qui s'entend des capteurs communicants qui consomment moins d'énergie, qui sont capables aussi d'avoir de liens embarqués et j'en oublie quelques caractéristiques, mais c'est pas grave. L'idée aussi, c'est de mettre en place un système, un réseau de communication qui va mettre en réseau ces capteurs, à la fois aussi des capteurs existants, non communicants. Et l'idée, c'est de minimiser l'effort sur le terrain et favoriser le transfert de ces données vers les ordinateurs des chercheurs et à une appropriation en fait plus large via des portails de données. Et enfin, on cherche aussi à mobiliser des acteurs de territoire pour nous aider à réfléchir à comment on peut les impliquer dès le départ dans la conception des capteurs, mais également dans l'appropriation de ces données. C'est un peu tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, la notion de service, et vraiment rendre plus perméable le monde académique et non académique. Ce projet mobilise 19 partenaires, donc 3 organismes de recherche, 15 universités et une entreprise. Ça représente 45 laboratoires et près de 150 collaborateurs qui sont issus de disciplines assez différentes, de sciences de l'ingénieur, de l'informatique, de l'environnement et sciences humaines et sociales. Et notre lien avec Faire Carbone, c'est à travers le projet ciblé Carbonium, où l'idée, c'est d'aborder ce volet instrumental pour mieux mesurer, cartographier les flux de gaz à effet de serre. Et vous avez un exemple ici avec l'expérimentation de FRAN qui a eu lieu en juin 2023, où on a contribué avec l'ensemble de ces laboratoires, donc 15 laboratoires, 17 chercheurs, pour atteindre des mesures assez originales et travailler un peu sur la notion d'intercomparaison et d'éprouver les capteurs qui sont en cours de développement dans le cadre de Terraforma. Merci beaucoup, Madame Girard. Et désolé, Madame Cornu. Il y a une slide qui n'est pas arrivée jusqu'à moi, mais c'est probablement de ma faute. Mais vous allez pouvoir me présenter ça comme ça. Non bon. Si. On parle de l'EJP Soil. Bon, alors l'EJP Soil, c'est Sophie Cornu, INRAE. Je suis une des 2 représentantes nationales de l'EJP Soil, qui est un programme, pas un projet, porté par INRAE, par Claire Chenu, qui ne peut pas être là aujourd'hui, donc que je représente, et qui regroupe 24 pays européens que vous voyez ici. Oui, d'accord. Plus de 1000 chercheurs, et qui s'adresse à tous les aspects de l'acquisition de connaissances. Alors, avec l'acquisition de connaissances ici, le partage de connaissances là, je vais en oublier forcément. Quand on parle d'acquisition de connaissances, on parle de qu'est-ce qui vous intéresse en particulier? Alors, il y a les aspects recherche, mais ça, j'y reviendrai, mais il y a... D'accord.
C'est dans la deuxième slide. Non, c'était une slide. Mais on en peut en 4 parler parties. maintenant, sinon ça peut être une discussion, la présentation. Tout le monde n'était pas obligé en plus d'avoir des slides. De toute façon, il y aura le poster. En plus, il y aura le poster. Non, mais moi, je vous propose de faire ça. C'est-à-dire, parlez-moi spontanément de JP Soil et puis les compléments, ils viendront après. Mais quand vous parlez d'acquisition de connaissances, qu'est-ce qui vous intéresse surtout? Alors, il y a 6 impacts finalisés. Donc, adaptation au changement climatique, mitigation au changement climatique. C'est ceux-là où il y a le plus le carbone. Mais il y a aussi tout ce qui est acquisition de données. Et puis, tout ce qui est aussi comment la société prend en charge ces données, les utilise, les met, voilà, comment on va vers les politiques publiques. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Et de ce qui peut intéresser particulièrement la communauté ici présente, donc il y a un des expected impact qui est complètement dans les thématiques de fer carbone, c'est le deuxième, vous le verrez sur le poster. Et puis il y a aussi des choses qui sont mises à la disposition de la communauté, donc notamment toute une liste avec des métadonnées, des expérimentations long terme au niveau européen, et puis tout plein de données sol qui ont été harmonisées ou qui sont en train d'être harmonisées à l'échelle européenne, et dont Antonio pourra vous dire beaucoup plus de choses que moi. Mais pas tout de suite, mais tout à l'heure pendant la session post. Merci beaucoup, Madame Cornu. Désolé pour cet impair technique, mais il sera comblé, je pense, pendant la discussion qui va suivre là dans quelques minutes. On parle des réseaux maintenant pour terminer cette séquence. Avec les représentants de Carbo SMS, CASA, le GDR 2104 IBC02, si je lis bien, RESMO et le RMQS. Je crois que le RMQS... Alors, le but du jeu, c'est que vous arriviez à présenter en 2-3 minutes, pas plus, parce qu'on va devoir interrompre bientôt cette séquence, votre partenaire, votre organisme, puisque le service que vous pouvez rendre aux acteurs de Fer Carbone ou les interconnexions éventuellement possibles. Voici pour donc CASA. Donc, bonjour, moi c'est Tiffaine Chevalier de l'IRD, NUMR Eco et Sol à Montpellier. Je présente le réseau CASA qui est Carbone des sols pour une agriculture durable en Afrique. C'est un réseau qui existe depuis 10 ans, dont je m'occupe avec Tantel Razafimbel, qui est professeur à l'université d'Antananarive à Madagascar. Et donc, c'est un réseau d'une cinquantaine de scientifiques d'instituts de recherche et d'universités en Afrique, dont l'objectif est de promouvoir la gestion organique dans les pratiques agricoles durables auprès de différents publics. Et donc, depuis 10 ans, on a eu des financements variés et plus ou moins réguliers et qui ont permis de conduire différentes activités, donc des activités de recherche, de partage de connaissances et entre autres des actions, des écoles thématiques qui sont réalisées plus ou moins régulièrement dans les pays du réseau. Et puis il y a le réseau aussi une activité de communication et de plaidoyer et de renforcement de liens entre société et recherche. Merci beaucoup. On continue avec RMQS. Je crois que vous étiez venu à Capella. Ouais, vous avez donné le nom du réseau parce que je voulais le faire deviner, mais bon, tant pis. Ah, donc, mais je n'ai pas dit ce que l'acronyme signifiait. Oui, voilà, on peut faire ça. Donc, du coup, bonne chance. C'est question pour un champion. Donc, vous prenez la main. Et donc, je suis financé depuis les années 2000 par le GISOL. Je suis un réseau national déployé en France hexagonale et outre-mer. Le réseau est basé sur une maille de 16 km sur 16. Au centre de chaque maille, donc, on prélève un échantillon de sol jusqu'à 1 mètre de profondeur. On fait des analyses diverses et variées. Tous les échantillons sont ensuite conservés à Orléans pour de futures autres analyses. Quelqu'un a bipé déjà ou pas? Oui. Et donc, en plus, donc, sur ces sites, on essaye de faire des relevés d'enquête, notamment sur les usages et les pratiques sur chacun de ces sites. Et donc, on en est à la deuxième campagne. Enfin, j'en suis à ma deuxième campagne. Donc, la première campagne s'est déroulée entre 2000 et 2015 en France et Outre-mer. La deuxième campagne a démarré en 2016. Donc, on est en cours de deuxième campagne. Donc, je suis le RMQS, le réseau de mesure de la qualité des sols. Et donc, toutes les données, à la fois du sol, mais aussi sur les pratiques, les usages, vont être injectées dans À la mode
pour ensuite être utilisé par les différents modélisateurs, sachant que c'est un réseau multi-usage, c'est-à-dire à la fois des sols agricoles, forestiers, des sites naturels, etc. Donc voilà, ça donne une couverture. Et donc pour la France, il y a à peu près 2200 points sur toute la France qui vont être injectés dans les modélisations de à la mode. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer. Alors, la présentation, c'est celle de Resmo. Désolé. Bonjour, Delphine Derrien. Je suis animatrice avec Marie-France Dignac du réseau Resmo pour Réseau Matière Organique. Ce réseau existe depuis 20 ans. C'est un réseau interinstitut qui regroupe les chercheurs qui travaillent sur la matière organique dans différents milieux. Donc le sol, mais aussi les sédiments, les milieux aquatiques, les océans et puis même les objets extraterrestres. Et en fait, l'objectif de ce réseau, c'est partager des connaissances. On questionne les mêmes problématiques de sources, de transformation, de transfert, de stockage. Donc, partager nos questionnements et la façon d'aborder nos protocoles de recherche pour répondre à ces questions. Et puis, partager aussi nos méthodologies et les avancées qui ont lieu dans certaines des communautés, les partager avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ? Donc, on est un groupe qui fonctionne pas du tout, comment on dit, top management, pas du tout comme ça. En fait, on est une équipe d'animation et on se met à la disposition des personnes qui veulent proposer quelque chose, une école chercheur ou un séminaire, et on met à disposition notre expérience pour vous aider, vous accompagner. Et puis aller solliciter nos partenaires historiques qui sont l'INRAE, le CNRS pour les sources de financement. Donc on est vraiment à la disposition de la communauté pour vous aider à organiser des choses. On a actuellement à peu près 150 membres et donc l'événement phare à venir pour célébrer nos 20 ans, c'est le séminaire qui aura lieu en mars 2024 à côté de Dijon, donc ce qui célébrera les 20 ans du réseau. L'appel à contribution a été diffusé hier, donc surtout n'hésitez pas, venez me voir et puis venez nous rejoindre si vous n'êtes pas déjà dans la communauté. Il se passe plein de belles choses. Voilà, voilà, l'invitation sympathique est lancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carbo SMS. Alors Carbo SMS, c'est une petite filiale de Resmo. C'est un collectif qui a vu le jour en 2015 avec le constat d'un petit groupe de chercheurs qui se disaient qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau de chercheurs. Donc tout ce qui se passe à Paris, ça nous dépasse, on n'y est pas. Mais qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour agir pour ce 4 pour 1000 qui est en train de se mettre en place. Et donc on a essayé de fédérer un petit groupe en 2016, début 2016. Et puis petit à petit, ce groupe a grossi et maintenant, sur la liste de diffusion, il y a qu'à 180 inscrits. Alors, je ne peux pas vous dire s'il y a des adresses mail qui sont plus valides, mais en tout cas, il y a 180 adresses mail dans la liste de diffusion. Donc, ça continue à grossir. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait des ateliers en présentiel, donc plutôt sur un mode réflexif. On fait aussi des webinaires. Ça, c'est quelque chose qu'on met en place depuis peu. On essaye de travailler sur des articles de synthèse collectifs qui sont un peu les bilans de nos ateliers. Et puis, on diffuse au quotidien des infos, des actus, en se focalisant vraiment sur les problèmes de mécanismes de stabilisation dans les sols et de carbone dans les sols. On ne dérive pas sur des choses qui sont développées ou diffusées sur d'autres réseaux. Alors, on essaye de s'attaquer aux questions émergentes sur la problématique de stabilisation, aux verrous scientifiques, au débat contradictoire. Et vous avez un petit exemple d'une illustration qui était dans le premier atelier, avec une question qui a animé le deuxième, et je vous laisserai avec cette question philosophique, ça va faire rigoler Pierre. La description explicite des mécanismes dans les modèles est-elle une grande illusion ? Vous avez 2 heures. Merci beaucoup. Et la dernière présentation, c'est celle de GDR 2104, IBC 02. Exactement, c'est pour biologie intégrative de la capture du CO2. Voilà, donc je me fais le porte-parole de Xeni Johnson, qui co-anime le Work Package 3 de Fer Carbone avec Julien Demenoy. Ils sont tous les deux vers le fond de la salle. Xeni Johnson préside ce GDR dont je fais partie. C'est un groupe d'environ 80 chercheurs. Et on reçoit des financements du CNRS, du CEA et de l'INRA. Et c'est très interdisciplinaire, interorganisme, et ça marche très bien.
J'ai 3 informations par ordre d'importance. La première, la plus importante, c'est que c'est un groupe de chercheurs extrêmement sympa. Donc, Ça, si c'est vous vrai, ça. avez besoin de trouver des interlocuteurs Sympa. compétents en photosynthèse et sympas, vous pouvez vous adresser soit à Xeni, soit à un membre du réseau. Les 2 autres informations sont en relation avec des questions qui ont été discutées lors de ce séminaire. L'une récurrente qui a été comment la végétation va-t-elle réagir à des épisodes climatiques plus extrêmes, plus récurrents, hausse de température, sécheresse plus prolongée. Les chercheurs en photosynthèse ont des éléments de réponse à ces questions-là. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la communauté des chercheurs en photosynthèse peut être force de proposition pour tester des solutions possibles pour l'atténuation ou pour l'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, chers partenaires, catégorie réseau. Merci à vous 5. On vous applaudit pour vous remercier de votre présence. C'était Carbo SMS, CASA, le GDR, RESMO et RMQS. Voilà, ainsi s'achève cette séquence de présentation des partenaires de Faire Carbone. C'était important pour les organisatrices et les organisateurs de Faire Carbone, de ce séminaire, de leur donner la possibilité de parler rapidement, avec ou sans slide, de leur projet, de ce qu'ils faisaient au quotidien. Une manière pour vous peut-être de continuer la discussion, c'est de se rendre dans quelques instants donc, dans la session poster qui commence maintenant. Je vous laisse ici. En tout cas, j'ai été très très heureux d'animer cette journée. J'étais très très content d'être avec vous toutes et tous. C'était vraiment une super communauté scientifique et je ne le dis pas à toutes. Donc merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup pour la qualité des échanges, des intervenants particuliers aux tables rondes. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée, plein de débats pendant cette session poster qui commence. Merci à vous.